Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. L'impatience se fait déjà ressentir chez les Maliens. Plus de 2 semaines déjà que le Mali a sollicité une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, décriant, il faut le dire, une violation répétée de son espace aérien par l'opération, par la force française Barkhane. Et la question de la représentativité du Mali et de façon générale de l'Afrique se fait ressentir, se pose avec acuité, et à cet effet, le Japon a lancé un appel pour réclamer un siège de membre permanent pour l'Afrique, pour ainsi permettre un véritable développement ou alors un véritable essor du continent africain. Quel était justement à cet effet, entre plainte du Mali et l'appel fort et d'urgence du Japon, à quoi doit-on s'attendre? Mesdames, Messieurs, la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La Turquie n'est pas restée de marbre. Elle a déclaré, elle a répondu face à la sortie du président français Emmanuel Macron à Oran dans le cadre, bien sûr, de cette visite en Algérie, et a décrié des déclaration, je cite, mensongère et inacceptable de la part du président Emmanuel Macron. Quelle était les réelles motivations de la part de la France à cet effet? Pour en parler, des experts de haute facture. Madame Amina Fofana, bonsoir. Madame Céleste, je salue Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Et je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment, y compris les efforts inlassables de la régie. Merci d'être là, Madame Amina Fofana. Vous êtes leader panafricaniste. Merci de répondre au présent à cet appel de la télévision panafricaine. Monsieur Charlie Kenyé, bonsoir. Bonsoir Céleste Capel, bonsoir à Amina Fofana que je découvre à nouveau, c'est un plaisir, toujours aussi belle, ma sœur camerounaise Amina. Donc je salue vos milliards de téléspectateurs, nous espérons, comme à l'accoutumée, que nous apporterons un plus à la compréhension au-delà du jeu, mais des enjeux justement qui meublent l'actualité mise au débat. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de l'honneur que vous me faites en m'invitant à ce festin intellectuel panafricain. Présent ce soir sur les antennes de la télévision panafricaine. Vous êtes analyste politique, mais également stratège. Sur ce plateau, un habitué, Monsieur André Christelle Fonga. Bonsoir. Bonsoir Céleste Capel. Bonsoir Madame Amina Fofana. Bonsoir Charlie. Ça fait un bail Charlie, on ne s'est pas vu, donc faites un effort de me passer un coup de fil Charlie. Bonsoir aux techniciens et surtout bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je suis ravi encore de partager ce plateau magnifique avec vous parce que c'est un plaisir de venir défendre la cause africaine. C'est un plaisir de venir dire aux Africains ce qu'il faut, modestement, hein, sans bien sûr... sans prétention aucune. Sans prétention aucune, exactement. Donc, pour dire aux Africains que nous avons un chantier et je crois que nous devons véritablement nous arrêter un seul instant et prendre c'est la croix de Saint-André, comme les Blancs nous ont appris que c'est la croix de Saint-André, et placer sur certains murs et sur certaines maisons dans certains pays et dire que à démolir. Parce qu'il y a des pensées qu'il faut démolir. Il y a des actions à mener pour notre continent, pour que notre continent soit extrêmement libre. Et si nous ne mettons pas la croix de Saint-André pour signifier que, véritablement, nous allons engager des travaux de démolition, alors là, nous n'arriverons pas à avoir cette Afrique libre et indépendante que nous voulons. Je pense qu'aujourd'hui, les pères fondateurs de notre Afrique, de notre continent et de la lutte indépendantiste nous ont montré la voie à suivre. C'est à nous maintenant de nous mettre sur la même voie si nous voulons véritablement voir le changement se produire dans nos nations. Donc, merci de m'avoir invité et je salue un salut spécial au PDG de cette chaîne, M. Justin Tagou, et surtout au DP, directeur des programmes, M. Jérôme Ebosama, un brillant garçon. Il faut l'apprécier à sa juste valeur, M. Jérôme Ebosama. Félicitations et beaucoup de courage à vous. Le message à coup sûr n'est pas entré dans les oreilles de sous. Les personnes indiquées ou alors citées par vous ont bien reçu le message et bien sûr la réalisation nous fait comprendre que le message est arrivé dans de bonnes oreilles et on rappelle, bonne oreille autant pour moi, et on rappelle également que dans le cadre de ce programme nous aurons
Monsieur Jonathan Batengene qui est sociopolitiste, et on n'oublie pas, hein, on rappelle déjà que vous, Monsieur André-Christelle Fanga, vous êtes analyste politique et directeur de publication de la Dépêche de Midi. Madame Linda Labayu également sera des nôtres, Inch'Allah. Elle est analyste politique et spécialiste des questions de sécurité. Alors Madame Amina Fofana, je commence par vous. Madame Amina Fofana, je commence par vous. J'espère qu'on a une bonne liaison. Bamako décrit une violation répétée de son espace aérien par Paris et accuse également Paris de soutenir le terrorisme, attestant qu'elle a des preuves. De prime abord, Madame Amina Fofana, quel est votre regard? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question, mais j'aurais souhaité répondre avec, puisque c'est en corrélation avec la proposition soudaine et brutale du Japon qui se rend compte tout de suite, le pion des USA, qui se rend compte que l'Afrique existe. Tout ça est lié, le fait que le Mali a tiré la France par les cheveux pour la traîner devant le Conseil des Nations Unies. C'est en corrélation également avec le comportement honteux de Macky Sall, le comportement répétitif, honteux et intrusif de Macky Sall. Donc, si vous voulez bien élargir, que j'élargisse la question, ça me fera plaisir. Est-ce que cela vous convient? J'ai pas entendu. Vous me recevez? Nous vous recevons 5 sur 5, Madame Amina Fofana. Allons-y. Surtout, vous avez déjà évoqué, vous faites bien d'évoquer déjà cet appel du Japon qui sollicite, qui réclame une place du continent africain comme membre permanent du Conseil de sécurité. Un appel qui intervient de façon surprenante, une stupéfaction par beaucoup de panafricanistes qui s'interrogent sur la véracité de cela. Quelle est votre grille de lecture, Madame Amina Fofana? Ok, je commence par saluer mes frères qui sont sur le plateau, Monsieur André-Christelle Fanga et mon frère Charlie Kenyé. Ça fait plaisir toujours de se faire inviter par Afrique Média. C'est un honneur pour moi et c'est un honneur pour tous les panafricains qui se retrouvent à partager des débats très constructifs pour l'Afrique. Donc, je vous remercie pour cette noble invitation. En effet, l'Afrique court un grand danger. Parce que c'est quoi les Nations Unies? Ça a été créé le 24 octobre 1945 en Californie, donc par les USA après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui a été fondé contre tous les non-occidentaux en général, mais en particulier, spécialement, ça a été fondé contre l'Afrique pour maintenir l'impérialisme d'abord, la suprématie des USA sur le monde et l'impérialisme de tous les Occidentaux sur l'Afrique. Donc, il est question à travers l'ONU que l'Afrique ne se développe jamais. Donc, c'est pour ça que leur mission, qui est censée être une mission de paix, est une mission de guerre contre les pays africains et contre les pays qu'ils prennent en chasse pour leurs ressources naturelles. Donc, ces gens qui sont des Occidentaux ont un principe, c'est de considérer les Africains comme les non-êtres humains. Donc, pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Donc, il faut nous maintenir dans la pauvreté absolue. Et pour cela, c'est la France qui a été déléguée comme vigile ou comme gendarme de l'Afrique francophone. Donc, maintenant que le visage de la France a été découvert par, comment dire, par le Mali et avec des preuves des violations des espaces de notre espace aérien à plusieurs reprises, notamment une cinquantaine de fois, armer les terroristes, venir d'ailleurs la dernière fois à Tessit, il y a 4 Français, je suis monté, je l'ai dit sur Afrique Média, il y a 4 Français qui sont morts du côté terroriste à Tessit et ils ont quitté le Niger. C'est pas pour rien que Barkhane et Takuba sont chassés d'ici, parce que tout ça, en vérité, c'est l'OTAN. Même l'aménagement qui est là, c'est l'OTAN. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont allés s'installer au Niger. C'est pour continuer la déstabilisation du Mali. Or, le partenariat sincère, gagnant-gagnant, crédible entre le Mali et la Russie dérange considérablement la France et ses partenaires terroristes. Donc,
C'est pour cela que, en matière de renseignement, aujourd'hui, le Mali est très bien renseigné. C'est pour ça que je dis que le Mali ne fait rien sans preuve. Maintenant que les preuves sont établies et que c'est la Chine qui assure la présidence des Nations Unies, de toute façon, c'est le droit du Mali d'aller exposer le vrai visage terroriste, ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela va remettre en cause la présence même des casques bleus, des casques rouges maquillés en casques bleus sur notre territoire, qui nous ont envahis. Donc, c'est quoi le Japon? Si on regarde la démarche tordue, puisque avant que le Japon ne fasse cette déclaration honteuse, cette déclaration esclavagiste, parce que le Japon devrait d'abord se battre pour ses propres intérêts, pour qu'il puisse avoir un droit de veto à lui-même à l'ONU. Le Japon ne se soucie, ne s'est jamais soucié, ne sait même pas que l'Afrique existe. Ces gens-là ne prennent, c'est-à-dire ils prennent, vous m'excusez, les Africains pour des choses sur terre. Et ces choses-là possèdent la plus grande richesse que Dieu a donnée sur terre. Donc la convoitise, c'est à ce niveau-là. Donc le Japon, c'est un pion des États-Unis. Le Japon a été bombardé. Hiroshima, Nagasaki, 6 août 1945. 9 août 1945. Le Japon est occupé militairement par les USA. Le Japon est, c'est-à-dire, est comme Macky Sall ou entre les mains des États-Unis, est comme Macky Sall ou Alassane Ouattara entre les mains de la France. Donc cette proposition qui arrive à point nommé quand le Mali se saisit des Nations Unies pour dénoncer les crimes de la France, le terrorisme de la France, c'est Macky Sall d'abord qui sort pour s'autoproclamer médiateur entre le Mali et la France. Mais qui a sonné la vieille cloche? Moi, je veux savoir. Et son ministre des Affaires ou sa ministre des Affaires étrangères dit que non, il ne faut pas exposer la France à l'ONU. Donc, eux, ils vont faire la médiation. Du côté du Mali, ils vont parler avec le Mali et peut-être même qu'ils parleront avec la France. Macky Sall est un sale pion de la France, comme le Japon est un sale pion des États-Unis. Donc, ça, c'est pas une coïncidence. Macky Sall, il œuvre pour soutenir le terrorisme. Sa démarche est terroriste. Macky Sall et Alassane Ouattara, concernant les 49 mercenaires, Macky Sall est venu ici, c'était pour demander à nos autorités, aux 10 présidents patriotes qu'il a beaucoup respecté, qu'il a accueilli, Assimi Goïta, de libérer les 49 mercenaires. Mais si le coup d'État sanglant que les 49 mercenaires voulaient faire au Mali avait réussi, Macky Sall allait féliciter ce qui s'est passé. Les Maliens sont tués ici matin, midi, soir. On dirait qu'on n'est pas sur le même continent que ces gens-là. Ce sont ces mêmes gens qui ont pris l'Union africaine, la CEDEAO, qui ont pris des sanctions inhumaines, illégales, injustes contre le peuple malien pour le tuer, pour l'asphyxier. Et dans ça, il y a l'Algérie qui nous a soutenus, il y a, comment dire, qui a collaboré avec nous, il y a la Guinée et il y a la Mauritanie. Donc la France était en échec et Macky Sall a été capable d'asphyxier son propre peuple pour mieux servir le dictat de la France. Donc la qualité de président qui est là, c'est ça la dangerosité, puisque Macky Sall, il est président de l'Union africaine. Et l'Union africaine n'a pas hésité une seconde à sanctionner le Mali. Donc, s'agissant des terroristes, ces gens-là ne les sanctionnent jamais, non. C'est l'État qui est sanctionné. Il faut savoir que ces organismes-là sont alimentés, entretenus par les Occidentaux. Donc l'Union africaine répond en particulier de la France. La CEDEAO, pareil. Le G5 Sahel, tous créés contre les Africains. Quel est le jour où un pays indépendantiste, par exemple, c'est-à-dire un patriote qui gouverne son pays, a été président de ces institutions-là? Non, ça n'est pas arrivé. L'exemple le plus récent, c'est le G5. La présidente tournante du G5 Sahel. Chaque président, tout président que vous allez voir à la tête de ces institutions criminelles, obéit directement aux Occidentaux et contre les peuples africains.
C'est en cette qualité, comme la présidence de l'Union africaine, c'est pour 1 an, donc le Japon fait une proposition. Sinon, Lula da Silva le président brésilien avait fait une proposition comme quoi il faut que les Africains puissent avoir, l'Union africaine puisse avoir un siège permanent à l'ONU. Mais ça n'a pas été écouté parce que lui, c'est une vraie proposition. Donc ça, c'est pour contrer la proposition du Japon. C'est pour contrer la révolution africaine. C'est pour empêcher le Mali d'aller devant l'ONU avec des preuves flagrantes contre la France et contre l'impérialisme. En un mot, l'Occident est en train de prendre une posture où il ne veut pas se faire frapper avec son propre bâton créé qui s'appelle l'ONU. Donc le Japon fait cette proposition et il y a les États-Unis en dessous, il y a la France en dessous, il y a l'Union africaine en dessous. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à siéger au Conseil des Nations Unies. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que des gens comme Macky Sall, des gens comme Ouattara, des apatrides qui sont chargés de maintenir l'Afrique dans la pauvreté pour enrichir l'Occident. Un président de l'Union africaine qui est capable de mettre des sanctions inhumaines, illégales et injustes sur son peuple frère, le Mali, qui va aller faire la commission de l'Occident chez Vladimir Poutine pour quémander du blé et au nom du peuple africain. Aujourd'hui, à ce jour-là, où est le blé africain? Est-ce que les Africains sont morts de cette opération spéciale de dénazification de l'Ukraine? Non. Donc, des dirigeants comme ça, ils visent à ce que Macky Sall représente les Africains au siège permanent à l'ONU là-bas. Comme ça, le genre de requête que le Mali a avec des preuves contre la France, l'Union africaine va mettre son pied là-dessus et ça n'arrivera jamais au Conseil de sécurité. Nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est de collaborer avec la Russie, c'est de collaborer avec la Chine, c'est d'aller expliquer exactement avec les preuves ce qui se passe. C'est que le comportement criminel que la France est en train de faire ici, parce qu'à la longue, on sera obligé de descendre les avions de la France. Déjà, ces militaires, ces mercenaires, ces militaires terroristes, mercenaires, légionnaires, sont en train de mourir ici. Beaucoup de preuves accablantes attendent la France. Du coup, c'est l'esclave en chef, Macky Sall, qui est préoccupé plus que tout le monde. Quand on arrête les mercenaires, c'est le même Macky Sall. Donc, pour vous dire, madame, pour vous dire juste que la démarche du Japon, c'est pour tuer tout ce qu'on est en train de fournir. Parce qu'avec l'éveil de conscience du peuple africain aujourd'hui, donc ils veulent engloutir notre lutte à travers des présidents comme Macky Sall. Et aussi, de son côté, comme il est impopulaire et qu'il disait un 3e mandat qui ne passera pas, donc si Sonko devient président là-bas, il s'agit d'aller empêcher Sonko de bien gouverner. C'est de cela qu'il est question. Il s'agit de donner encore la voix à des Africains apatrides d'aller étouffer au profit de l'Occident, d'aller étouffer tout ce que nous sommes en train de faire comme lutte et de donner, de maintenir la suprématie, les crimes de l'Occident, les crimes de la France et de son Occident sur les peuples africains. C'est cette démarche que le Japon est en train de prendre. Sinon, pourquoi le Japon ne se cherche pas? Le Japon ne peut pas aimer les Africains plus que le Japon lui-même. Ça, c'est pas vrai. Non. Il ne s'agit pas d'amour, il s'agit de nous anéantir. Et c'est une démarche criminelle. Donc, vous allez voir que dans cette démarche, il y a un piège. Et le piège, c'est quoi? Il va falloir que l'un de nos partenaires, que ce soit la Chine ou que ce soit la Russie, ou ceux qui se trouvent de notre côté, pose son droit de veto pour qu'on n'accède pas à ce siège empoisonné. Ça, c'est très important. Et les Africains doivent comprendre que ça ne veut pas dire qu'eux, ils s'opposent à ce que l'Afrique ait un siège. Non, ils veulent donner un siège au pion des Africains contre nous. C'est ça. Il s'agit de récupérer tout ce qu'on va faire. Il s'agit que ça n'arrive jamais à l'ONU, que ça soit toujours bafoué par des présidents criminels qui sont malheureusement, c'est pas tous qui sont malheureusement chaque fois à la tête de ces organismes criminels au service de l'Occident.
Il s'agit de nous rallier à l'Occident. Il s'agit de tout faire, d'empêcher le Mali d'aller devant l'ONU pour expliquer la vérité. C'est pour ça que les cheveux de Macky Sall se sont dressés avec sa ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça que le Japon se lève brutalement et soudainement pour essayer de proposer l'Afrique. L'Afrique est là depuis longtemps. Ce qui est fait contre toi, ce qui est fait sans toi, en ton nom, est fait contre toi. Ce n'est pas fait pour nous. Il ne s'agit pas pour nous on ne cherche pas un siège. On cherche des partenaires avec des droits de veto à l'intérieur pour contrer leur propre système. C'est comme ça que l'ONU va disparaître. Il est question pour les Africains aujourd'hui d'avoir de la voix sans avoir un siège. On n'en a pas besoin. On ne peut pas avoir un siège comme ça au sein de... Pourquoi? C'est-à-dire, comment on va avoir un siège tandis que ce sont les pro-occidentaux, les esclaves des USA, les esclaves des Français. Vous avez vu de quoi ils sont capables contre les présidents patriotes. C'est un siège que les patriotes ne prendront jamais parce que dès qu'un patriote devient président, on le sanctionne, on lui fait la guerre, on le harcèle. Et d'ailleurs, à l'ONU là-bas, ce qui est réservé, on a vu pour Patrice Lumumba, ce qui est réservé au président patriote, c'est la mort. Les patriotes n'y accéderont jamais. C'est des vassaux des présidents vassaux comme Macky Sall, comme Alassane Ouattara, comme bien d'autres qui veulent aller usurper encore notre lutte et notre voix à l'ONU pour mieux servir les intérêts de leur maître, leur Dieu, la France et l'Occident, et maintenir l'Afrique dans la misère. Moi, je demande qu'un de nos partenaires pose son droit de veto pour qu'on n'ait pas un siège. Nous, on veut que l'ONU, cette histoire-là, se termine. Même s'il faille créer une ONU parallèle avec les partenaires, oui. Mais l'ONU, dans sa forme-là, tel que ça a été créé, toutes ces institutions-là, FMI, etc., Banque mondiale, tout ça là, c'est contre les Africains. Donc, ceux qui sont à la tête de nos pays, surtout Macky Sall, c'est lui qui a dit, c'est pour ça que Macky Sall s'est autoproclamé médiateur. C'est Macky Sall qui veut aller au siège, siéger là-bas à l'ONU. Parce que son troisième mandat est tombé à l'eau. Donc, il lui faut aller en parallèle et que le Mali, l'armée malienne est en train de monter en puissance. Nous avons les renseignements. Il s'agit d'aller servir la France au nom du peuple africain, comme il est parti commander le blé au nom du peuple africain. Or, c'est pour l'Occident. Donc, il faut qu'on sorte de cette logique. Moi, je ferai tout. Je ferai tout pour qu'il y ait un droit de, c'est-à-dire pour qu'il y ait un droit de veto contre la proposition indigne et indécente du Japon. Parce que le Japon n'a rien à cirer du peuple africain. Non, non, non. Le Japon est commissionné par les États-Unis. Maintenant qu'on se réveille, on est en train d'aller de l'avant, on voit ce qu'ils sont, qui ils sont, comment ils nous voient, et on est censé être dans une institution qui est contre nous. On est dedans, une institution qui est contre nous. Et quand je vois Macron qui se lève pour aller en Algérie, Ambalo qui fait le défilé là-bas, c'est une honte. Aujourd'hui, la France est aux abois. Et quand la France est aux abois, les esclaves de la France aussi sont aux abois. Donc cette affaire des 49 mercenaires, va remettre en cause la présence même de la MINUSMA. Et la guerre se trouve en Ukraine. Pourquoi la MINUSMA ne va pas maintenir la paix en Ukraine? Pourquoi c'est en Afrique? Et ce sont eux qui planifient les guerres, qui créent les guerres, qui viennent nous envahir. Et ils n'en parlent jamais. Quand ils en parlent, ils mentent comme ils respirent à travers leurs médias mensonges. Donc, comme je me suis un peu étalé, je vais laisser la parole à d'autres pour ne pas monopoliser la parole. C'est un piège, c'est un siège empoisonné au nom des Africains, sans les Africains et contre les Africains. Le Macky Sall, là, c'est la France. C'est-à-dire, on veut enlever le masque blanc pour mettre le masque noir. Mais sous le masque blanc, il y a toujours le masque blanc. Merci beaucoup. Merci Madame Amina Fofana pour ce premier jet d'intervention. Alors Monsieur Chali Kenyé, remédier à une injustice
historique pour l'Afrique, pour que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Tels sont les propos du Premier ministre japonais, et il faut le dire, à la suite de Madame Amina Fofana, elle a souligné qu'il s'agit là d'un moyen pour une stratégie bien ficelée par le Japon afin d'étouffer cet éveil véritable de conscience de la part des Africains. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Charlie Kenyé? Activez votre micro, Monsieur Charlie Kenyé. Activez le micro. Si c'est un téléphone, vous l'activez directement sur le téléphone. Allô, vous me suivez? Nous vous recevons. Allez-y, Monsieur Charlie Kenyé. Voilà, merci. Je disais tantôt que nous sommes là dans un cas typique de relations internationales. Et en relation internationale, il n'y a pas de philanthropie, ce sont les intérêts qui comptent. Déjà, il faut rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est justement l'instance suprême en termes de décision de cette organisation suprême internationale, est constitué de 15 membres, parmi lesquels vous avez 5 qui sont des membres permanents. Cela fait en sorte quoi? Cela fait en sorte que vous verrez que ceux-là qui sont aujourd'hui considérés comme étant des membres permanents sont justement ceux-là qui étaient au départ à la création de cet organe-là, à savoir les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et dites-vous bien que depuis que les Nations Unies ont été créées, c'est-à-dire que depuis que ces vainqueurs-là, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine, qui sont arrivés, mais pour d'autres raisons, depuis qu'ils sont assis ou alors depuis qu'ils siègent à cette instance suprême, il faut rappeler qu'il y a tout un mécanisme qui a été fait pour justement empêcher d'autres États de pouvoir rejoindre ça. Donc, aujourd'hui, le Japon, voyant justement cette vérité-là, parce que dites-vous bien que la sortie du Japon n'est pas de nature à vouloir véritablement aider les Africains, non. Le Japon, depuis des années aujourd'hui, souhaiterait avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous pouvons avoir accès donc à cette demande. Qu'est-ce que le Japon fait? Le Japon est en train de jouer aujourd'hui sur des leviers. C'est-à-dire que, indirectement, cette sortie du Japon, que l'on pourra assimiler à une volonté d'aider les Africains, n'a rien à voir avec les peuples africains. Il faut rappeler très clairement que derrière cette sortie, il y a d'abord un intérêt géostratégique, un intérêt même stratégique. Lequel? C'est-à-dire que, à travers donc cette sortie-là, le Japon obligerait ou alors demandera à ce que la plupart des États qui aujourd'hui constituent les États non permanents, si on peut le dire ainsi là, demandera à ce que la révision ou alors la forme, la constituante même de ce Conseil de sécurité des Nations Unies puisse être mis à la table, parce que dites-vous bien que nous pouvons accéder avec un siège direct comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que le Japon a fait? Le Japon s'est allié avec d'autres États. Ils ont créé ce qu'on appelle le G7. C'est-à-dire que les 7 grands pays les plus puissants du monde sur le plan économique. Or, indirectement, ce que le Japon veut depuis des années, je le dis aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que le représentant ou alors le ministre des Affaires étrangères japonais, dans sa sortie, lorsqu'il appelait l'Afrique à demander un siège au niveau du Conseil permanent, un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, faisait savoir également que le Japon même mériterait un siège à ce Conseil permanent. Donc, le Japon n'est pas là pour aider les Africains. Le Japon, au contraire, est en train de vouloir se positionner. Ça, c'est la première des choses qu'il fallait savoir. C'est-à-dire que nous sommes là, en réalité, pour des raisons stratégiques, des raisons idéologiques. À côté de ça également, vous avez des intérêts économiques, parce que je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas que l'économie japonaise, c'est-à-dire que le Japon aujourd'hui, qui fait partie des 5 plus grandes économies du monde, est fortement dépendante des importations énergétiques en provenance de la Fédération de Russie. Or, depuis que le Japon a pris position dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine aujourd'hui, la Russie, la Fédération de Russie, a imposé au Japon un certain nombre de sanctions, que ce soit économiques ou énergétiques. Alors, face donc à cette réalité-là, vous verrez que c'est toute l'économie japonaise, selon un certain nombre de statistiques, qui dans les années à venir vont se retrouver dans de très sales draps. Alors qu'est-ce que le Japon fait? Le Japon est en train de jouer sur les mêmes leviers qu'ont joué l'Union européenne, la France et même les États-Unis. Je tiens à rappeler que les États-Unis, le Parlement ou alors le Congrès américain a voté une loi demandant à ce que les États-Unis voient dans quelle perspective ils doivent
faire face ou alors ils doivent combattre la progression ou l'avancée de la Fédération de Russie sur le sol africain. Derrière également, vous avez l'Union européenne qui, bien récemment, a envoyé son garçon de course, à savoir la France, indirectement venir commander l'énergie, les réserves naturelles sur le sol africain. Je l'ai dit tantôt dans une de mes chroniques, que l'une des premières raisons du déplacement du président français Emmanuel Macron sur le sol africain était d'abord pour des raisons énergétiques. Donc, du fait donc de cette crise et de certain nombre de sanctions que la Fédération de Russie a imposé à un certain nombre de pays occidentaux, parmi lesquels le Japon donc joue aux opérations de charme à l'Afrique, c'est de ça dont il est question. En réalité, le Japon est en train de vouloir se repositionner également sur le continent africain, parce que dans les jours à venir, le Japon, comme l'Union européenne, comme la France, comme les États-Unis, auront fortement besoin des réserves énergétiques en gaz et en pétrole qui sont contenues en grande partie sur le territoire africain. Donc, voilà les deux choses qui font en sorte que, quand le Japon aujourd'hui fait cet appel indirectement à demander aux Africains à appeler à vouloir un siège de permanent au Conseil de sécurité, non, le Japon ne le dit pas pour les beaux yeux des pays africains. Le Japon le dit parce qu'indirectement, le Japon voudrait également, derrière cet appel-là, saisir l'opportunité pour pouvoir justement imposer ou alors demander à ce qu'il y ait une certaine révision au niveau de cette instance-là, parce que le Japon voudrait bien siéger en qualité de membre permanent. Ça, c'est la première. La seconde, c'est que le Japon également est dans une opération de séduction du fait de l'imposition d'un certain nombre de sanctions économiques et énergétiques de la Fédération de Russie contre le Japon pour avoir pris position contre la Fédération de Russie dans le cadre de l'opération spéciale qui est en train de se dérouler du côté de l'Ukraine. Et comme dans l'Union européenne, le Japon est en train de faire une opération de séduction à l'Afrique parce que derrière ce que la Russie est en train d'imposer comme sanctions énergétiques et comme sanctions économiques à ces pays-là, ils se rendent compte qu'en réalité, leur salut se trouve du côté de l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons donc cette cadence-là, cette rhétorique, que ce soit avec l'Union européenne, du fait de la visite du président Emmanuel Macron sur le sol africain, ou encore cet appel du Japon à appeler à ce que l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité. Ça, c'est ce qu'il fallait dire pour un premier jet. Mais également, il faut rappeler que lorsqu'on parle de cette plainte qui a été déposée au niveau du Conseil de sécurité contre la France, il faut véritablement rappeler que selon un certain nombre de nos informations bien introduites de ce côté-là, il est très clair que ceux qui sous-estiment les capacités du Mali aujourd'hui risqueraient d'être très surpris. Parce que dès les premiers déploiements ou alors les premiers contingents, les premières arrivées de la Fédération de Russie au Mali, qu'est-ce que la Russie a fait? La Russie a misé sur deux plans. Le premier déjà, c'était de contrôler et de sécuriser l'espace aérien malien. Le second, c'était de renforcer les capacités de renseignement de l'État malien. Je peux vous rassurer qu'en termes de renseignement, le Mali aujourd'hui est très bien avancé, contrairement à certains autres pays de la sous-région ouest africaine. Ce qui me dit très clairement quoi? Qu'aujourd'hui, tout laisse croire que le Mali a entre ses mains un ensemble de preuves, parmi lesquelles des appels audio qui ont été interceptés par le renseignement malien grâce au nouveau matériel de renseignement qui a été apporté de ce côté-là par la Fédération de Russie. Le Mali a eu à justement intercepter un ensemble d'appels téléphoniques, un ensemble d'audio qui sont justement entre la position de l'État malien, qui démontrent à suffit de l'ingérence de la France dans les affaires internes du Mali et de la complicité de la force Barkhane avec un certain nombre de rebelles dans le nord Mali. À côté de ça, vous avez également des Français plusieurs fois qui ont été pris en partie dans cette partie du Mali. Je tiens à vous rappeler tout récemment qu'il y a un charnier qui avait été découvert par les femmes, les forces armées maliennes lors d'une patrouille, bien avant que la force Barkhane libère la base de Kidal, ou si je ne me trompe pas de Gao, dans le nord Mali. Donc aujourd'hui, je peux vous rassurer que le Mali a un ensemble de preuves qui accablent fortement la France. Et pour aller même plus loin dans cette logique, je vous prends un cas très simple. Je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, au niveau de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, qui est justement cette zone d'embouchure entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il ne se passait pas, il y a de cela quelques années, ou alors quelques mois, il ne se passait pas une journée sans que nous n'assistions à des attaques, je dis bien des attaques meurtrières des terroristes dans cette partie-là, menaçant nous, non seulement les armées, mais bien plus encore les populations civiles qui y résidaient. Et justement, à cette époque-là, la force Barkhane avait une base dans cette zone des trois frontières. Mais depuis que la force Barkhane a libéré la zone des trois frontières et l'a laissé entre les mains des armées des pays respectifs, aujourd'hui, est-ce que depuis
pratiquement des semaines et même des mois, vous avez encore entendu que nous avons compté des morts de ce côté-là. C'est-à-dire que malgré les moyens logistiques, malgré les moyens, les capacités de renseignement dont ne disposent pas ces armées respectives, ils ont pu quand même apporter certaines accalmies dans ces régions-là, contrairement à la France qui hier était placée dans ces régions-là, disposait de drone Reapers, disposait d'un ensemble de matériel de renseignement de nature à pouvoir véritablement apporter la paix et la sécurité dans cette partie-là, n'a pas pu le faire. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous sommes en train d'assister véritablement à une refonte du système des Nations Unies, à une refonte du Conseil de sécurité, je dirais même à une réécriture du droit international qui ne sera plus axé sur le droit des fonds, mais beaucoup plus sur le droit des peuples, justement à pouvoir, chacun de son côté, défendre ses intérêts et prétendre bien sûr à aspirons alors à un certain développement. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour un premier jet de pierre. Cette première intervention, M. Charlie Kenyé. Alors, M. André Christophe Fanga, nous parlons justement de cette représentativité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains membres permanents demeurent réticents quant à la représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un pouvoir de décision, précisément ce droit de veto, et soulignent, je cite, l'instabilité politique persistante et une faible contribution financière de l'Afrique au budget des Nations Unies. Ces arguments sont évoqués pour justifier cette restriction, on va le dire ainsi, du continent africain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Ces arguments sont-ils valables et assez poignants selon vous, ou bien? Alors, Madame Céleste Capel, merci pour la question. Je voudrais saluer les deux brillantes interventions de Madame Amina Fofana et de mon ami Charlie Kenyé, qui sont allés largement sur la question et qui ont fait des rappels historiques par rapport à la création même de après la Société des Nations de l'ONU, et qu'aujourd'hui nous assistons au Conseil, le Conseil de sécurité et tous ces différents éléments. Ce qui me plaît dans votre question, c'est que vous parlez de l'Afrique a droit à une place. C'est comme si vous parlez de l'Afrique un pays. Et ça, je suis très d'accord avec ça, l'Afrique un pays. Vous voyez d'où se trouve la nuance. La nuance se trouve qu'on ne parle pas d'un État africain qui doit avoir une place dans le Conseil de sécurité, mais on parle de l'Afrique. Et ça, si nous sommes assez intelligents, ça veut dire que c'est nous qui devons saisir la balle au bon. C'est-à-dire de créer d'abord la Fédération des États de l'Afrique. Première des choses, pour gagner le combat que nous menons aujourd'hui, je pense qu'aller à une Fédération des États de l'Afrique nous donnera plus de pouvoir et plus d'autorité, et l'ONU ne valera même pas grand-chose face à ces États-là. Parce que la vérité qu'on ne vous dit pas, chers Africains, c'est qu'on nous fait croire que nous sommes payés. Vous avez cité même dans les éléments là, que nous n'apportons pas une très grande contribution financière. Tels sont les termes de certains membres permanents du Conseil de sécurité. Très d'accord. Ok. Donc si l'argent c'est le papier, alors là nous considérons que nous n'avons pas. Mais si l'argent c'est autre chose, c'est-à-dire l'Afrique qui est, d'abord, première des choses qu'il faut dire, 30 millions de kilomètres carrés en termes de territoire. 30 millions de kilomètres carrés engloutissent l'Europe, c'est-à-dire toute l'Europe entière, l'Asie et les États-Unis. Et vous dites que non, on n'apporte rien. Rien, on est pauvre. C'est-à-dire seulement le kilomètre carré de terre africaine, n'est-ce pas, englobe déjà une partie de tout le globe terrestre. Alors, vous nous parlez de quelle pauvreté? Deuxième cas, l'Afrique, c'est 70% de réserves, de toutes les réserves. Mais écoutez, et vous nous traitez de pauvres, qu'on n'a pas apporté grand-chose. On nous parle d'instabilité. Mais qui crée l'instabilité dans notre continent? MINUSCO. Ça fait 30 ans qu'ils sont en RDC. 30 ans. Ils ont apporté la paix. Pour dire qu'on parlait d'instabilité de continent africain ou bien des pays africains. Ça fait 30 ans que la MINUSCO est au Congo, en RDC. Ils ont apporté quelle paix? Donc, soyons un peu plus sérieux. Parce que les gens nous prennent pour des cons. Et c'est justement sur cette position-là qu'on a toujours amené l'Afrique. En voulant parler à l'Afrique, en disant non, vous n'avez pas ceci, l'Afrique c'est la pauvreté. D'ailleurs, lors période Covid, soi-disant Covid,
On nous a dit que non, l'Afrique aura des millions de morts. C'est-à-dire, les gens vont tomber en cascade dans notre continent. Mais on a vu, l'Afrique a été sauvée. Donc, quand nous parlons de tous ces différents effets, nous savons que le Japon, les États puissants, ces États qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et tout, se sont organisés de faire la part du lion. C'est-à-dire de s'organiser pour que c'est eux qui dictent la marche du monde. Pourquoi? Face à l'ignorance des peuples africains, face à la faiblesse de l'unité des peuples africains, face à la faiblesse de ce que les États africains ne peuvent pas parler d'une même voix. Ce n'est que normal qu'aujourd'hui, on commence à supplier ou bien on commence, la preuve en est. L'Afrique du Sud, à un moment donné, pour lâcher le président Laurent Gbagbo, pour lâcher certains révolutionnaires africains, on leur avait proposé une place au Conseil de sécurité. On a dit non, on va tout faire tout pour que vous soyez membre du Conseil de sécurité. À l'époque, je crois que c'était quel président, je crois que c'était Zuma. Oui, Zuma à cette période-là. Finalement, il a tout lâché. On a tout arrêté. Donc, nous pensons aujourd'hui que nous, Conseil de sécurité ou pas Conseil de sécurité, ça ne nous concerne pas. Cette nouvelle Afrique que nous sommes en train de bâtir n'aura pas besoin d'aller au Conseil de sécurité, n'aura pas besoin d'être membre de l'ONU. Parce que nous allons unir d'abord l'Afrique, et si nous réussissons à unir l'Afrique, alors nous aurons une vraie Afrique et qui pourra tutoyer tout le monde entier. Parce que le reste du monde se mettra à genoux d'elle-même. Le plus grand défi des Africains aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble. C'est tout. C'est de briser ces barrières fabriquées de toutes pièces. D'ailleurs, une fois ici dans votre émission, nous avons débattu sur le cas du Mali, n'est-ce pas? Quand on parle du Mali, le Mali, c'est presque le père fondateur de tous ces autres États que nous avons aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi on a divisé le grand empire du Mali? Parce que c'était un empire puissant. Et ce n'est qu'aujourd'hui, c'est un rôle extrêmement important que le Mali joue aujourd'hui dans cette révolution africaine. C'est parce que dans ses chaînes, dans son histoire, il a toujours été au devant de la scène, ce Mali-là. Donc aujourd'hui, ne nous parlons pas, ne minimisons pas l'Afrique, ne pensons pas que l'Afrique, il s'agit simplement d'un bout de terre. Et d'ailleurs, regardez les représentativités de l'Afrique sur les cartes du monde. Vous allez retrouver que l'Afrique est toujours très resserrée. Mais quelque chose qui vaut 30 millions de kilomètres carrés est très resserré. Et quand vous regardez le continent européen, l'Europe ou bien les États-Unis, c'est grossi, c'est grossi. Pour vous projeter, c'est des images mentaux. C'est des images où on conditionne votre mental en vous faisant croire que non, vous êtes petit. En fait, à vue d'œil, vous voyez que vous êtes petit. C'est ce qu'on a voulu faire croire à l'Afrique, que non, vous ne valez absolument rien. Mais non, nous qui savons ce que vaut l'Afrique, ce que vaut les Africains sur l'échiquier mondial, alors nous conseillons et nous déconseillons que ça ne soit plus un objet du débat, n'est-ce pas? Un objet de prétention de certains pays, de dire que nous voulons une place au Conseil de sécurité, nous voulons une place à ceci, nous voulons une place, parce que toutes ces institutions sont des institutions criminelles. Vous ne pouvez pas avoir affaire à des institutions criminelles et vous voulez adhérer à ces institutions-là, vous voulez une place dans ces institutions-là. L'ONU est une institution criminelle. Et d'ailleurs, j'ai invité ici sur votre plateau tous les juristes africains de porter plainte à M. Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, et M. Debryesus, c'est Debryesus, n'est-ce pas, l'Éthiopien, c'est un Éthiopien, je crois, qui est directeur de l'OMS, n'est-ce pas, qui est une organisation de l'ONU. Pourquoi? Pour divulgation de fausses nouvelles. Propagation de fausses nouvelles. Parce qu'en disant que l'Afrique devait mourir de Covid, c'est une propagation et on n'est pas mort. Donc c'est quelque chose, vous avez fait, mais c'est même menace de mort. Vous avez menacé Gutiérrez et Debryesus ont menacé l'Afrique. Donc normalement les juristes devaient porter plainte à l'ONU et tous les représentants. On ne peut pas compter des massacres que l'ONU remet au niveau de l'Afrique avec ses missions de paix. D'ailleurs, je crois que c'est Amina Fofana qui a dit que casque bleu, non, casque rouge. C'est le casque rouge parce qu'il représente le sang. Partout la minute que se trouve, ou bien ces organisations internationales, c'est le sang qui coule. Citez-moi un seul instant. Je voudrais saluer le président de la Côte d'Ivoire, soi-disant, M. Alassane Dramane Ouattara, spécialiste venu du FMI, qui nous a dit que non, il a conseillé 125 pays dans le monde en matière d'économie et tout le reste là. Ok, citez-moi un seul pays que le FMI a développé pour la Banque mondiale. Aucun. Donc, toutes ces institutions sont des institutions bidons qui ne servent que pour appauvrir l'Afrique, pour mettre l'Afrique sur des chaînes
Et si nous ne comprenons pas un seul instant que pour que nous puissions nous libérer, c'est de créer d'abord une unité politique africaine, de créer des mouvements qui vont permettre que les Africains puissent se mouvoir. D'ailleurs, la libre circulation, elle est où? Si aujourd'hui, le colon réussit encore à nous diviser, je ne peux pas aller au Mali comme je veux, je ne peux pas aller au Congo comme je veux, je ne peux pas aller en même simple Guinée équatoriale ici à côté, je ne peux pas me déplacer comme je veux, en RCA, je ne peux pas me déplacer comme je veux. Alors là, ça veut dire que le colon a encore une place de choix dans notre territoire, parce que ce sont ces frontières qu'il a créées. Comment est-ce possible? Moi qui suis de la région de l'Est au Cameroun, n'est-ce pas? Je suis Maka, du village Miambo, je suis à quelques... Les populations de chez nous se retrouvent en RCA, mais nos familles sont divisées, on ne peut plus s'entendre, on ne peut plus marcher ensemble. Comment est-ce possible qu'au sud du Cameroun, n'est-ce pas, il y a les Boulous, en Guinée équatoriale, il y a ce qu'on appelle les Toumou, les femmes, et tout le reste, et au Gabon, même chose. Les mêmes peuples, mais qui se retrouvent dans 3 pays différents. Et on continue à dire que non, il faut qu'on aille au Conseil de sécurité. On a fait, alors que même dans nos propres familles, on nous a divisés. On ne peut pas s'unir dans nos propres familles pour continuer à mener le combat, mais on va rendre dispersé. Ça, j'ai pris des micros-États. Imaginez-vous si tout le continent africain s'unit aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons devenir une très grande force, une très grande puissance qui n'aura pas besoin des Nations Unies, qui n'aura pas besoin du Conseil de sécurité, qui n'aura pas besoin du FMI, qui n'aura pas besoin de la Banque mondiale. Imaginez-vous un seul instant si le Cameroun, le Congo, le Tchad et tout le reste là s'unissent véritablement pour faire un seul pays, un seul État. On peut commencer par des micro-États, des micro-fédérations comme celle-là et produire de bons résultats. Donc, vraiment, pour moi, le Conseil de sécurité, le Japon s'embrouille, c'est son problème, qui cherche à être au devant aussi de la scène. Juste, vous savez, quand vous êtes un air politique, vous cherchez à avoir aussi quelques vues, n'est-ce pas, comme ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Quand vous créez le buzz pour avoir quelques vues. Donc, normal, le Japon veut avoir quelques vues. On a vu, débrouillez-vous, c'est votre problème là-bas. Nous, ça ne nous concerne pas. Conseil de sécurité ou pas conseil de sécurité, notre objectif, c'est que l'Afrique soit unie et unie pour la bonne cause. Merci pour cette analyse. Alors, Madame Amina Fofana, il faut le souligner, le Mali, jusqu'à ce jour, plus de 2 semaines déjà que le Mali a sollicité une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Votre position est assez claire. Cette organisation des Nations Unies doit disparaître pour donner naissance à une nouvelle organisation des Nations Unies, on va le dire ainsi. Et vous avez été radical sur cet appel du Japon qui, selon vous, vise à étouffer l'éveil véritable des consciences. Alors, on n'oublie pas cette saisine par le Mali de cette lettre adressée justement au Conseil de sécurité des Nations Unies pour violation répétée de son espace aérien et également cette incrimination à l'endroit de Paris où elle précise que Paris soutient le terrorisme à travers des renseignements, mais également la livraison d'armes. Pour certains membres de ce Conseil de sécurité, certains membres permanents, il faut le préciser, le Mali n'étant pas membre du Conseil de sécurité permanent ou alors non permanent, elle ne saurait porter haut cette demande à l'endroit des Nations Unies. Quelle est votre grille de lecture à ce sujet? Parce qu'il s'agit bel et bien d'une saisine de la part du Mali pour présenter haut et fort toutes les incriminations, alors toutes les accusations contre Paris, avec des preuves à l'appui. Activez votre micro, s'il vous plaît. C'est activé. Ok. Ça remet en cause ou ça montre aux yeux du monde l'organisation terroriste qu'est les Nations Unies, déguisée en casque bleu pour mettre le feu au pays et se faire passer pour le pyromane. Le pyromane pompier pour se faire passer pour le pompier. C'est comme ça qu'ils sont. C'est une organisation raciste. Si vous avez remarqué les discours dans les discours de Macky Sall il n'y a pas longtemps, qui disait non, il faut réformer l'ONU, il faut réformer l'ONU. Vous allez parier qu'il est devenu patriote, qu'il veut se battre pour l'Afrique. Non, il ajoute et il rajoute que les vétos se neutralisent, on n'arrive plus à une résolution. Donc pour cela, il s'adresse au Mali, il s'adresse aux Africains. Donc
Si tout ce que le Mali mène comme combat véridique, difficile, et les Africains sont en train de mener, doit passer par quelqu'un comme Macky Sall pour aller l'exposer au Conseil des Nations Unies sous prétexte que ces gens-là nous représentent. Or, nous savons très bien quel est le sort que ces mêmes présidents vagabonds qui ont l'habitude de créer les guerres dans les pays avec la complicité de l'Union africaine, avec la complicité de la CEDEAO, quand il y a des meurtres au Mali, quand il y a des assassinats au Mali, quand il y a des attentats au Mali, ne sont même pas foutus de faire une simple lettre pour présenter leurs condoléances, leur soutien au peuple malien. Ce sont les mêmes qui se battent avec le Japon criminel, dominé et honteux, dominé par l'Occident, en particulier par les États-Unis, qui veulent crier en notre nom un siège à l'ONU. Non, c'est un grand piège. C'est un très grand piège. Si vous voyez que l'ONU, ça fait 2 semaines que l'ONU n'a pas ouvert le dossier, et ça veut dire que c'est une organisation criminelle. L'ambassadeur ou le dit ministre patriote des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a saisi l'ambassadeur de la Chine ici au Mali pour qu'il puisse parler, à son homologue ambassadeur qui représente la Chine au Conseil de sécurité. Donc, c'est-à-dire c'est l'Occident qui est en train de faire traîner l'affaire, disant qu'ils vont ouvrir une enquête. Parce qu'ils savent que au mois de septembre, là, le Japon, la Chine va laisser la présidente tournante de l'ONU à la France. C'est le même Macron qui va s'asseoir là-bas, qui va se planter là-bas, qui va se pointer là-bas. Donc sachez qu'ils vont venir pour saboter le dossier. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une organisation qui est faite pour nous. C'est fait spécialement contre l'Afrique pour nous maintenir dans leurs mains, comme leur chose. C'est ça la réalité. Donc quand Macky dit qu'il faut réformer l'ONU, Macky il est en train de négocier en dessous pour que l'Afrique puisse avoir un siège permanent, parce que Macky c'est pas un patriote africain. Macky c'est un dictateur. Macky Sall c'est quelqu'un qui tire sur son peuple. Macky Sall c'est quelqu'un qui asphyxie son peuple pour mieux servir l'Occident. Macky Sall c'est quelqu'un qui est capable d'asphyxier ou eux tous d'être des complices de la France, puisque la France il n'y a pas une petite accusation contre la France. La France livre des armes aux terroristes. Et c'est la même France en coalition avec l'Angleterre, en coalition avec les USA, qui sont venus détruire la Libye dans un vaste plan de recolonisation du Sahel. C'est ce que la France de Nicolas Sarkozy a eu à faire avec l'Angleterre et les USA et l'autre, là, comment il s'appelle, Barack Obama. Donc, ils ont fait rentrer les terroristes au Mali. C'est comme ça, ils sont venus et ils leur ont promis une azawadisation du nord du Mali. Et il faut savoir que l'Occident, d'ailleurs, la MINUSMA, ce que la MINUSMA cherche à faire ici, c'est de déstabiliser, continuer la déstabilisation du Mali et de couper le Mali en deux. L'autre jour, les terroristes du nord ont fait une fête comme quoi les dirigeants maliens ne veulent pas appliquer le fameux accord d'Alger ou la partition du Mali. Donc que ça traîne, que ça fait 6 ans qu'on en est au point mort jusqu'à présent. Ils ont été sécurisés par la MINUSMA. Cela doit nous montrer pourquoi ces missions criminelles, ces missions corrompues, ces missions de mercenaires, ces missions de terroristes envahissent nos pays. C'est pour nous vider de nos ressources naturelles, c'est pour nous liquider, parce que n'oublions pas que la MINUSMA a tiré. La MINUSMA dit qu'elle ne vient pas ici pour qu'elle ait une force d'interposition. Or, elle doit venir normalement pour aider l'armée malienne à combattre les terroristes. Non, la MINUSMA combat le peuple malien. Ce que la France est en train de faire, c'est exactement ce que la MINUSMA aussi est en train de faire. Donc, ces voyous-là n'ont pas intérêt à ce que ce dossier soit ouvert. Mais quelle que soit l'issue, quelle qu'en soit l'issue, le Mali et l'Afrique ont gagné déjà la bataille de la communication, la bataille de la vérité au sein des Nations Unies, et tout le monde voit aujourd'hui, grâce au combat malien, de l'État malien,
grâce au combat du peuple malien, grâce aux panafricains, grâce à Afrique Média, grâce aux autres médias panafricains, surtout grâce à Afrique Média et aux autres panafricains, tout le monde voit aujourd'hui à quel point la France est nuisible. C'est pour ça qu'elle ne sait plus où aller, où donner de la tête. Elle est partie, Macron est parti voir le président Tebboune de l'Algérie. C'est pour appliquer, justement, parce que si on chasse la France, pour appliquer l'accord d'Alger, si on chasse la France et qu'on maintienne l'aménagement ici, ça veut dire qu'on n'a pas encore chassé la France. Même si on a sorti la France des instances de l'aménagement, mais il faut que cette organisation, vu la montée en puissance de l'armée malienne, cette organisation criminelle quitte notre pays pour de bon. Il faut que cette organisation d'occupation criminelle quitte le Congo. J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères ou de la Défense du Congo s'est rendu en Russie pour acheter des armes. Parce que ces gens-là, ils arment les terroristes. Ce n'est pas la première fois qu'on explique ça, même sur Afrique Média, mais cette fois-ci, c'est avec des preuves accablantes du Mali contre la France. C'est pour ça que l'ONU a, vous allez m'excuser, s'assoit sur du feu. Donc l'ONU ne souhaite pas que ce dossier soit ouvert. Et l'esclave en chef de l'ONU, puisque Alassane Ouattara, qui est le chef aussi de Macron en matière d'esclavage, aujourd'hui a des problèmes avec, a un handicap avec ces mercenaires qui ont été attrapés, ces mercenaires attrapés avec des armes de guerre lourdement armées. Donc maintenant c'est Macky Sall qu'il faut mettre en avant pour faire ce genre de démarche macabre contre son propre pays, contre l'Afrique et spécialement contre le Mali, parce que là, il est question de détruire le Mali. C'est le Mali qui est leur menace. Aujourd'hui, depuis que le Mali a porté plainte à l'ONU, 2 jours plus tard, qu'est-ce que je vois? Scène de théâtre, le Burkina sort avec le Niger pour dire qu'il faut que le Mali retourne dans le G5 Sahel pour prendre ses responsabilités ou pour assumer son devoir ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas le G5, ce sont des organisations criminelles qui sont dirigées par des présidents, parce que si, avec l'exemple du G5, on a vu que quand on est patriote, on ne peut pas diriger ces choses-là. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est fait contre nous. Le jour où les patriotes vont diriger nos institutions, nos propres institutions, arnaquées ou dirigées par l'Occident, ce jour-là on pourra prétendre avoir un siège. L'Afrique n'est pas un enfant. C'est pas au Japon d'aller parler au nom de l'Afrique. C'est pas au Japon d'aller réclamer un siège. Pour l'Afrique, c'est une honte, c'est une insulte. Et nous ne voyons pas l'Union africaine condamner, Macky Sall condamner cette attitude paternaliste du Japon. Non, il ne fait pas ça. Il est d'accord avec ça parce que lui, il souhaite être le porte-parole de tout le peuple africain aux Nations Unies là-bas pour vraiment en finir, pour que l'Occident puisse en finir pour de bon avec le Mali, parce que le partenariat avec l'Afrique d'ailleurs, parce que le partenariat avec la Russie et la Chine est une épine, une grosse épine des Africains, des dirigeants africains, est une grosse épine dans leur pied qu'ils comptent stopper par tous les moyens. Donc il faut mettre un gros esclave de la France qui dit que du temps de la colonisation, les Sénégalais avaient le dessert. Il a dit ça. Donc, vraiment, ça c'est pitoyable. L'Union africaine ne condamne pas ce genre de choses. La CEDEAO encore moins. C'est pour ça que quand il y a des tueries, ils ne parlent pas. Mais quand il s'agit de mettre les terroristes dans le gouvernement, ou de mettre les terroristes dans l'armée, ou de mettre les terroristes je ne sais où, ils sont les premiers. Quand on attrape les mercenaires, ils sont les premiers à venir. Quand leur plan échoue, quand la France échoue, ce sont eux qui courent au secours de la France. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de ce siège. Et cette déclaration grave du Japon doit être sanctionnée, doit être condamnée de la plus ferme des manières, parce que, encore, ils sont en train d'infantiliser le peuple africain. Ils sont en train de bouger leurs pions contre nous. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, on est assez mature pour savoir ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est le partenariat gagnant-gagnant avec peut-être même n'importe qui, à condition que ce pays nous respecte. Vous avez vu le comportement condescendant, le comportement indécent de Macron lorsqu'il était
soi-disant en tournée, il a fait le Cameroun, il a fait les 3 pays, le Bénin et la Guinée-Bissau. Et quand vous l'avez vu devant le président Tebboune, qui a parlé sa propre langue, Macron était vraiment droit dans ses bottes. Il est resté tranquille. Cela montre à suffisance que Macron a peur du président Tebboune. Je connais, j'ai étudié en Algérie. L'histoire qu'il y a entre la France et l'Algérie est une histoire de rupture profonde. Donc, il veut tout faire maintenant pour que l'Algérie aide la MINUSMA à diviser le Mali. Et le général Issa Diawara a eu à l'expliquer ici. Il a dit, l'accord d'Alger n'est pas pour... L'Algérie n'est pas... c'est pas le Mali. Donc, l'accord a été signé là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est l'accord entre le Mali et l'Algérie. C'est un accord intermalien. Donc, cet accord ou ce désaccord, ce crime contre le Mali sera jeté à la poubelle. Maintenant, si les terroristes du Nord, les terroristes que la France a armés du Sahel, et pardon, de la Libye, pour venir attaquer le Mali, pour venir agresser le Mali et justifier sa présence ici, veulent la guerre, mais il faut en finir. On fera la guerre, tout simplement. Mais le Mali est indivisible. Et ces voyous-là, quand ils s'amènent chez nous, ils disent qu'ils sont venus pour défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale, ceci, cela. Non, ils sont là parce que le Nord, d'ailleurs le Mali aussi, c'est un scandale géologique. Monsieur Fanga vient de le dire, que l'Afrique possède 70% des ressources mondiales. Donc, le Mali aussi, c'est un scandale géologique. Ils ont besoin du Nord pour pouvoir de couper le Mali en deux. C'est ça leur mission, hein, de couper le Mali en deux pour prendre le contrôle là-bas et installer l'instabilité permanente dans le Sahel, nous envahir et faire en sorte qu'ils puissent tranquillement vaquer à leur pillage et nous confronter au terrorisme. C'est ça leur excuse. Et quand Macron s'aventure en Algérie ou partout pour dire que la colonisation c'est du passé, moi j'ai envie de rire. Le franc CFA est une réalité. C'est une monnaie coloniale. J'ai envie de rire. Le français que je suis en train de dire, c'est une réalité. Ce n'est pas du passé. La colonisation, les entreprises, les multinationales criminelles qui sont là, en train de piller nos ressources naturelles jour et nuit, sous prétexte du partenariat, ça c'est de la colonisation qui continue. L'ambassade de France ne mérite pas d'exister dans nos pays. C'est de la colonisation parce que vous allez trouver que les ambassadeurs de France, en général, ce sont eux, les présidents, les représentants de Macron dans nos pays, qui donnent des ordres à nos dirigeants. Donc, pour ne pas encore monopoliser la parole, je m'arrête là. Moi, je dis tout simplement que on n'a pas besoin de ce siège empoisonné. On a besoin, on est sur la bonne voie. C'est pour ça que l'Occident tremble, c'est pour ça que la France tremble. Et les esclaves noirs qui représentent l'Occident ici aussi commencent à s'agiter. C'est pour ça qu'on dit que lorsque le coq est décapité, on ne peut pas l'empêcher de s'agiter, mais il faut contrer Macky Sall, il faut contrer le Japon, il faut contrer le système, à l'intérieur du système et le combattre pour que ça implose. Merci beaucoup. Alors, Madame Amina Fofana, on va rester avec vous pour la continuité de ce que vous avez dit. Hein. Vous avez souligné justement le fait que après la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali, il y a eu de multiples sorties de la part de certains États africains et de puissances étrangères, parce que force a été bel et bien de constater qu'il y a eu des sorties médiatiques et des appels de la part de certains États africains invitant le Mali à revenir, entre guillemets, sur de meilleurs sentiments. Alors, comment expliquer ce que certains panafricanistes ont appelé agitation de la part de ces personnalités? Voilà, merci beaucoup pour cette très belle question parce que vous mettez le doigt exactement là où les Africains doivent comprendre. C'est-à-dire que dans cette guerre, c'est le Mali, le peuple malien qui est tué par les terroristes de la France. Les terroristes que les Occidentaux arment eux-mêmes tirent sur l'armée malienne et tuent les peuples ici dans l'indifférence totale de Macky Sall. Je vais le nommer. Dans l'indifférence, dans le mépris, dans la condescendance de Macky Sall, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Pas de communiqué, tout va bien. Mais quand il s'agit de mettre
la vérité, d'exposer la souffrance des peuples maliens, les crimes de la France, ce sont ces gens-là qui se taisent, qui obéissent aux sanctions de la France contre le Mali, aux sanctions. C'est-à-dire qu'ils sont complices du terrorisme, c'est ça que je te dis. Les Macky là, les Macky Sall là, ils sont complices, ils sont d'accord. Quand c'est le Mali, les Maliens qui perdent la vie. Mais quand il s'agit de désigner le coupable du doigt, donc il ne faut pas que le Mali puisse amener ces gens-là à l'ONU, parce que ça va montrer que Macky lui-même, il est complice dans l'affaire des 49 mercenaires là. Macky Sall, autant Alassane est coupable et complice, autant Macky Sall, il est complice dedans. Macky Sall est dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ce genre de présidence cesse en Afrique. Personne n'a sonné la vieille cloche. Macky Sall s'est autoproclamé. Cela doit montrer définitivement aux Africains quel type d'homme il est. Il n'est jamais venu ici pour saluer notre président ou pour soutenir ce qu'on est en train de faire, nous encourager ou présenter même ses condoléances. Non, il vient pour libérer des gens qui voulaient assassiner l'État. Oui, pour cela, il faut que ces mercenaires-là, Macky Sall d'ailleurs c'est un mercenaire, parce que sa démarche c'est le mercenariat, ce qu'il est en train de faire. Donc il vient quand la France est en difficulté, quand la France et la Côte d'Ivoire, ça dit tout ça, c'est sous le régime, ça dit tout ça c'est le plan machiavélique, les tentatives d'assassinat, de coups d'État contre nos autorités, il y en a beaucoup. Tout ça, ce sont les plans de la France en complicité avec ces mêmes présidents de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, quand il s'agit de montrer ce qui se passe réellement au Mali, eux-mêmes sont impliqués. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça se sache. Eux, qui sont les soutiens de la France, soutiennent aussi le terrorisme. Tout le monde sait ce que tous ces gens-là ont fait de la Libye au Mali pour venir déstabiliser. Maintenant, de temps en temps, j'entends même qu'en Côte d'Ivoire, souvent il y a des attentats de voitures piégées. Au Bénin, ils sont partis là-bas, partout. Et le président béninois, vraiment, je suis désolé. Lui, carrément, il dit qu'il a besoin de se faire armer par la France. Si, on dirait qu'ils ne sont pas sur la même planète que nous. Est-ce que quand la France s'est autoproclamée sauveur du Mali pour venir nous envahir, la France nous a mis sous embargo ou pas? En armement. Ces gens-là viennent et vont prendre des résolutions à l'ONU pour empêcher l'État de s'armer contre leur propre terrorisme, contre leur propre terrorisme, dans le but de maintenir le terrorisme dans nos pays. Pourquoi les Congolais, le ministre de la Défense du Congo est parti vers la Russie pour avoir des armes? Parce qu'ils sont là pour nous maintenir dans l'insécurité, dans l'instabilité et profiter de nos ressources et d'ailleurs avoir l'Afrique sans les Africains. Si vous voyez, aujourd'hui la Russie est persécutée par eux. Pourquoi? Parce que la Russie aussi est un pays riche, la Fédération de la Russie est un pays riche. Donc ils font la guerre réellement contre la Russie pour ses richesses. Ils ont pris des sanctions qui les retournaient comme un boomerang à la figure. Donc ils cherchent maintenant à recoloniser l'Afrique de manière sanglante parce que eux ils pensent que tout ce que Dieu a donné aux Africains, c'est pour eux. Ils estiment même que le partage de Dieu a été injuste. Nous, on est noirs, on n'a pas le droit de jouir de nos propres ressources et ils doivent nous coloniser, nous esclavagiser, nous tuer, nous mettre des présidents inhumains qui ont la peau noire, qui ne sont pas noirs, à la tête de nos États pour profiter de nos ressources et nous liquider. Et quand ces présidents liquident leur peuple, ils disent rien. C'est comme s'ils ne sont pas là. Notre président, notre transition est fait sans faute. Il n'y a aucun faute. Le volume est très bon. Il faut qu'on avance. Donc cette histoire-là, l'un de nos partenaires à l'ONU doit mettre un veto là-bas. Si le Sénégal s'agite, s'autoproclame, et pourquoi ils ne viennent pas ici? Ils n'ont qu'à venir discuter. Ils n'ont qu'à venir. Et Macron lui-même, pourquoi il n'ose pas venir au Mali? Son arrogance ne marche pas au Mali. Son arrogance, son mépris, son hypocrisie ne marchera jamais au Mali, devant le peuple malien. Ça jamais. Ni devant l'État malien, ça n'arrivera jamais. Donc Macron, ce qu'il ne peut pas faire, c'est ce qu'il envoie Macky Sall faire. Ce qu'il ne peut pas faire, le sale boulot qu'il ne peut pas faire directement, ces présidents apatrides
se salir les mains parce que c'est la France qui les a installés au pouvoir, parce que c'est l'Occident, l'Union européenne qui les ont mis au pouvoir, donc ils leur doivent leur vie parce que ce sont des francs-maçons, ce sont des gens qui ne croient pas à la dignité africaine, ce sont des gens qui ne croient pas à la souveraineté africaine, pire encore, ils sont modélés, façonnés contre leurs propres frères africains. Donc ce droit de veto, empoisonné qu'on veut nous donner, vraiment il faut qu'un partenaire s'oppose à ça directement, et ce partenaire on l'encourage, que ce soit la Russie, la Chine ou un autre partenaire. Non, la Russie ou la Chine, ce sont eux qui ont le droit de veto. Donc il faut qu'ils s'opposent à cela à l'intérieur. Quand l'Africain estimera qu'il doit avoir une place, c'est-à-dire quand les patriotes seront à la tête de nos États, on reviendra sur ça, on en reparlera. Pour l'heure, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre demande, on s'en fout. Et la France doit être exposée. Et la France est déjà exposée. Et elle sera plus exposée que ça. Moi, je sais qu'à la longue, la confrontation directe entre le Mali et la France, entre l'Afrique et la France, et surtout l'Afrique dite francophone, c'est inévitable. C'est vers cela qu'on part, c'est de cela qu'il s'agit. Donc il s'agit de détrôner l'Occident, de décapiter, parce que la France est déjà décapitée. Il s'agit de décapiter le système total, et on ne peut pas le faire sans le partenariat gagnant-gagnant avec la Russie et la Chine. Merci. Merci pour cette analyse, Madame Amina Fofana. Alors, Monsieur Charlie Kenyé, l'Afrique dispose-t-elle de moyens de pression pour obtenir un siège permanent aux Nations Unies, selon vous? Alors, le temps de permettre à Monsieur Charlie Kenyé de revenir et d'établir une bonne liaison avec nous. Monsieur André Christelle Fanga, l'Afrique, selon vous, dispose-t-elle des moyens de pression pour obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous êtes encore là dans l'affaire de l'ONU. Nous, on a déjà démissionné de l'ONU. Parce que c'est une coquille vide, c'est un truc bidon. Nous, moi, Africain, moi, André Christelle Fanga, je dis l'ONU n'existe plus pour moi. Parce que c'est une organisation criminelle. Et moi, je ne peux pas m'adonner, ou bien je ne peux pas encourager les pays africains à aller au Conseil de sécurité, à aller à l'ONU. Parce qu'elle ne vaut absolument rien. Je dis absolument rien. Elle n'a jamais rien apporté de concret sur la terre des hommes. Rien. Citez-moi un seul exemple où l'ONU a apporté quelque chose de bien. Ils sont installés dans plusieurs territoires, et surtout dans les territoires africains. Ils n'ont jamais produit un seul kilogramme de paix. Si on pouvait peser la paix. Citez-moi un seul exemple que l'ONU a apporté dans le monde. Et qu'on trouve que non, l'ONU a fait quelque chose d'important. Soyons sérieux quand nous faisons nos débats. Je vais en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont encore se plaindre. Le dictateur en chef de Côte d'Ivoire, qui a aidé M. Alassane Dramane Ouattara à tuer les Africains? L'ONUCI. Qui a aidé la rébellion de M. Ouattara à s'installer en Côte d'Ivoire? L'ONU et la France. Alors, vous nous parlez d'aller au Conseil de sécurité, de chercher ceci, alors que c'est eux qui nous tuent, c'est eux qui nous appauvrissent, c'est eux qui nous mettent dans ce genre de conditions. Je vous ai rappelé dans mes premiers propos aussi que les juristes africains, avocats et tout le reste là, vous devez porter plainte au SG de l'ONU pour déclaration mensongère. Il a dit que les Africains vont mourir de Covid, non? C'était au vu de tout le monde, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que les Africains sont alors morts de Covid? Comme on disait que ça devait être une hécatombe en Afrique. Voilà les déclarations de l'ONU. Tout ce qui est négatif. Mais je refuse. Moi, Africain, je refuse qu'on continue à nous taxer de pauvres. Je refuse qu'on continue à nous taxer de je ne sais de quel nom. Alors que nous avons tout le potentiel. D'ailleurs, même si le monde est encore en équilibre, c'est grâce aux pays africains. Madame Céleste Capel, si le monde est encore en équilibre, si le monde est encore équilibré, c'est parce qu'il existe l'Afrique. Je dis bien en matière, à tous les niveaux, que ce soit en matière de ressources naturelles et tout le reste, que ce soit les ressources humaines, que ce soit l'intelligence, le monde est encore équilibré parce que les Africains sont encore humains.
des animaux. Il y a des hommes qui n'ont plus de cœur. C'est des gens sans maîtrise. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'ONU aujourd'hui est devenue le cimetière de beaucoup d'Africains, de leaders africains. Travaillant en complicité avec les services secrets des services d'intelligence, que ce soit français ou bien américain, pour détruire, pour tuer. Donc aujourd'hui, l'Afrique, moyen de pression, l'Afrique a le seul moyen de pression pour rééquilibrer le monde, c'est simplement l'unité de l'Afrique. Si les Africains se mettent ensemble, si on décide de se mettre ensemble, de commercer ensemble, de ne plus avoir des barrières. Écoutez, vous connaissez le nombre d'argent que nous dépensons pour les visas pour la France? Ou bien pouvoir aller en Europe? C'est extrêmement énorme. Alors si cet argent seulement était investi pour la libre-échange, la zone de libre-échange, comme nous disons là, l'argent des visas. Donc on fait interdiction à tout Africain de ne plus voyager. C'est-à-dire pendant un an. L'Afrique devient un boom. C'est-à-dire tous les Européens vont courir en Afrique. Parce que les gens oublient que le voyage, dans le voyage, il y a les frais du voyage. Il y a maintenant l'industrie touristique maintenant qui va recueillir beaucoup d'argent. Parce que vous allez dormir à un hôtel, vous allez manger dans les restaurants, vous allez emprunter des véhicules qui vont vous faire circuler. Donc si un seul instant, nous les Africains, nous prenons conscience que nos défis sont ailleurs. Nos défis ne sont pas au Conseil de sécurité. Nos défis ne sont pas à l'ONU. Nos défis ne sont pas à FMI. Nos défis ne sont pas à la Banque mondiale. Nos défis ne sont pas à l'OMS. Nos défis ne sont pas à l'UNICEF. Toutes ces organisations-là bidons. Alors là, nous nous mettons ensemble et nous créons une unité africaine qui va permettre que nous puissions nous développer entre nous. Parce que la vérité, elle est là. La vérité, c'est que nous avons des ressources. La vérité est que nous avons des moyens. La vérité est que nous avons un territoire. D'ailleurs, quand même, on parle des terres arabes. S'il y a un continent qui a encore des terres arables, c'est l'Afrique. S'il y a un continent, pourquoi, n'est-ce pas, au lieu d'aller chercher une place au Conseil de sécurité, je vous prends un exemple simple, banal. D'ailleurs, je vous cite une citation de Edmond Kohl, ancien chancelier allemand, n'est-ce pas? Il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise, n'est-ce pas? Ok, prenons un exemple simple et banal. Si l'Afrique, nous avons le barrage Inga qui est un projet, n'est-ce pas? Depuis au moins 20 ans aujourd'hui, 25 ans aujourd'hui, le barrage Inga, ça se trouve du côté du Congo. Le barrage Inga phase 1, phase 2, ça n'a jamais démarré. Si le seul barrage là illumine toute l'Afrique, industrialise toute l'Afrique, je dis bien seulement le barrage Inga, pourquoi vous allez demander le blé en Ukraine, pleurer pour le blé en Ukraine? Pourquoi vous partez pleurer pour des choses alors que si un seul instant on a des financements pour ce barrage, le problème d'industrialisation de l'Afrique est résolu? Est-ce que si un seul instant le potentiel hydraulique par exemple du Cameroun, un très grand potentiel hydraulique qui peut permettre que le Nigeria ait l'électricité, que la Guinée équatoriale ait l'électricité, que la RCA ait l'électricité et tous les pays de la zone CEMAC. Donc vous imaginez, si le Nigeria, qui est un puissant pays, aujourd'hui est véritablement industrialisé, la Guinée est véritablement industrialisée, le Congo et tout le reste sont véritablement industrialisés et qu'il y a la lumière partout, qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Je pense qu'on nous amène, en fait, on nous amène à réfléchir comme les Occidentaux, en pensant que non, les solutions occidentales sont les meilleures des solutions, alors que nous avons des solutions endogènes ou exogènes. Endogènes, n'est-ce pas? C'est-à-dire sur notre propre sol, qui peuvent permettre notre développement et ne pas envier les autres. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire que non, pour qu'on sente que vous êtes développé, il faut faire des grandes autoroutes. Pour qu'on sente que vous êtes développé, il faut faire des hôpitaux de référence. Pour que quel médecin vienne soigner dans ces hôpitaux? Ces médecins qui ont été justement éduqués au traitement occidentaux. Alors que nous avons des solutions aussi simples chez nous, à notre continent, qui n'ont pas besoin de la spécialité de ces médecins, neurochirurgiens, neuro-ceci, neuro-cela. Alors que, vous savez, il y a des petites solutions que je vais constater chez nous, qui sont simples, aussi simples, et qui ne coûtent que 50 francs. Vous savez, il y a des moments qui vendent ce qu'on appelle le tabac dans les rues. Vous avez un problème de rhume. Au lieu de vous casser le machin et tout le reste, juste le petit tabac là, deux poignées, juste un peu. Un ici, deux ici, c'est terminé. À 50 francs. Mais des solutions comme ça ne peuvent pas être promues parce que on est occidentalisé. On est calqué à la façon de faire des choses des Occidentaux. Donc, Madame Céleste Capel, nous avons les moyens
Et d'ailleurs même, si l'Afrique se réveille, le monde chamboule. Il y a une représentation de l'Afrique qu'on fait souvent sur une carte. On pose une table sur le dos des Africains et les Européens sont là sur la table. Et quelqu'un dit simplement que si l'Afrique se lève un seul instant, le dîner est gâté. Et si un seul instant, nous les Africains, nous nous levons, le dîner du monde est gâté. Le dîner des soi-disant des puissants est gâté. Le dîner des soi-disant hommes qui commandent le monde, c'est fini. Ils n'auront plus de pouvoir, ils n'auront plus de capacité. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner une information. Au fur et à mesure que le continent africain commence à travailler le Made in Africa ou bien des solutions africaines, beaucoup de sociétés sont en train de fermer en erreur. Beaucoup d'entreprises qui nous envoyaient les produits avariés ou bien des faux produits aujourd'hui sont en train de faire faillite. La preuve en est, il y a les centrales nucléaires françaises qui sont en train de fermer. Oui, et ils vont fermer, bien sûr. Parce que la vérité, c'est qu'on ne nous a pas dit que la France aussi était au Mali aussi pour l'uranium. On ne nous a pas aussi dit que la France était au Mali pour l'or. On ne nous a pas aussi dit que la France avait beaucoup, par exemple, besoin de l'eau. Parce qu'en fait, il y aura une crise de l'eau en France bientôt. En dehors de la crise énergétique. Et d'ailleurs, sachez une chose. Il y a un célèbre, je ne crois pas beaucoup à ce personnage, Nostradamus, qui avait dit, la France aura un jeune président antichrist. Et quand ce jeune président va arriver, la France va sombrer, va devenir un pays pauvre, très endetté. Et quand vous regardez le chômeur français qui se balade un peu de partout là pour chercher de quoi, un peu de travail, qu'on appelle M. Macron, parce que les Africains croyaient que Macron vient pour un super homme. Non, c'est un chômeur. Il n'a rien à faire en France. Là, les Français ont seulement donné la carte que bon, ok, si, comme tu veux être président, sois président. Mais la France est déjà détruite, elle est déjà en lambeaux. Parce que la vérité, c'est que M. Macron travaille pour les Occidentaux, pour les 13 familles, travaille pour le système capitaliste, ne travaille pas pour les êtres humains, ne travaille pas pour le bien-être des Français. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une place au Conseil de sécurité. Nous n'avons pas besoin d'être dans les institutions. D'ailleurs, nous sommes, en matière de population, nous sommes déjà presque à égal à la Chine. Donc d'ici 2025-2030, nous serons plus que la Chine en matière de population. Et nous avons encore des terres. Donc, arrêtez de faire croire aux Africains que, malgré toutes les prédictions, malgré tout ce qu'ils ont prévu, que non, nous allons subir ceci, nous allons subir cela, nous sommes toujours debout, nous continuons à produire, nous continuons à faire de très grandes choses. Donc, Madame Céleste Capen, nous, Africains, nous ne comptons pas sur l'ONU, nous ne voulons pas une place, moi. Et je conseille aux autres, et surtout à nos chefs d'État, n'est-ce pas, pour ne pas donner des injonctions, que nous n'avons pas besoin d'une place au Conseil de sécurité. Nous n'avons pas besoin d'être membres de l'ONU. Nous n'avons pas besoin d'être affiliés au FMI, Banque mondiale. Nous n'avons pas besoin de tout ça parce que c'est des fausses institutions. C'est des institutions qui n'ont pas fait progresser notre continent. Et la preuve en est, les autres ont déjà créé ce qu'on appelle le Brexit, n'est-ce pas? Vous appelez ça quoi? Le BRICS, n'est-ce pas? Le BRICS. Le BRICS, c'est une façon de contrecarrer l'ONU. Et ça, tant pis pour ceux qui seront les retardataires. Parce que la plupart des pays aujourd'hui du monde commencent à cogner aux portes du BRICS. Parce que c'est en fait eux l'avenir. Surtout que se trouvent là-bas la Chine et la Russie. C'est les deux pays les plus puissants actuellement du monde. Vous allez faire comment pour vous en sortir dans ce monde si vous ne faites pas partie du BRICS? M. Jonathan Bateguini, bonsoir. Bonsoir Madame Café, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et vraiment toutes mes excuses au panel panafricain et panafricaniste pour ces heures de retard. Entre plainte du Mali et l'appel du Japon, à quoi doit-on s'attendre, M. Bateguini? Entre la plainte du Mali et l'appel du Japon, il faut s'attendre à ce que l'ONU soit bousculée dans son organisation parce que du point de vue de son histoire, l'ONU est en train de vivre une situation inédite. Nous entrons dans une période où l'humanité, après avoir été confortée dans l'ordre mondial post-seconde guerre mondiale, surtout avec un ordre ultra dominé par les États-Unis, nous entrons dans une époque où le multilatéralisme prôné par les nouvelles puissances comme la Russie, la Chine, mais aussi par de nouveaux blocs émergents comme l'Afrique en tant que continent avec plusieurs pays
qui essayent de porter leur voix, veulent, dans ce nouvel ordre, veulent donner une nouvelle facette, une nouvelle face au monde que nous vivons. Et cette nouvelle face, c'est une face d'un monde où plusieurs pays peuvent contribuer à la stabilisation de l'ordre mondial. L'ancien ordre, c'était lequel? L'ancien ordre reposait sur la toute-puissance des États-Unis et de ses alliés. Cet ordre a été tout à fait conquérant depuis les années 1940 jusqu'à une époque très récente. On peut dater la fin de cette ultra-hégémonie états-unienne à partir de 2022 avec le début de l'opération militaire spéciale russe et la remise en cause des cartes de domination du monde fait que le Conseil de sécurité de l'ONU ne répond plus aux attentes de l'humanité. Mais cela n'est pas seulement le fait de l'opération militaire spéciale russe. Il faut aussi voir que depuis la fin du XXe siècle, les pays africains ont de plus en plus émis le vœu, pas seulement les pays africains, certains pays émergents, émis le vœu que le Conseil de sécurité puisse accueillir de nouveaux membres avec droit de veto. On se souvient qu'à partir de 2005 déjà, les Africains venaient avec le projet d'un nouveau membre africain avec le droit de veto. Seulement, il n'y avait pas une unanimité auprès des Africains parce que nous avions d'une part le Nigeria qui réclamait le droit de veto, nous avions l'Égypte qui réclamait le même droit de veto et nous avions l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là jugeaient qu'avec la pertinence économique qu'ils présentaient et avec les arguments de poids en termes de population, ils pouvaient aujourd'hui constituer de véritables puissances au sein du Conseil de sécurité. Mais avec notre époque, il y a quelque chose de différent. C'est que, au lieu de simplement participer au système des Nations Unies, comme à partir de 2005, c'est-à-dire demander une réforme du système des Nations Unies, il y a une plainte, une complainte dans les blocs émergents, notamment M. Fanga parlait des BRICS. Il y a une complainte qui veut que l'ONU puisse céder la place à un nouvel ordre. Un ordre qui n'est plus garanti par la toute-puissance des États-Unis, mais garanti par le multilatéralisme, c'est-à-dire la participation de chaque État dans le monde au Conseil des Nations. C'est une nouvelle facette de l'humanité qui est en train d'être pensée ainsi. Ce n'est plus une humanité où les plus forts, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, pouvaient dicter la loi. Ça change donc tout. La plainte du Mali à ce niveau vise à ébranler un des alliés des États-Unis qui était l'une des toutes puissances pendant l'époque, l'ère états-unienne. Cet allié-là, c'est la France. Vous avez une France qui est de plus en plus déclinante. Le Mali, qui était un pays sous le diktat de la France, c'est-à-dire, là, on reconnaît bien que la France n'est pas la démocratie qu'elle s'est toujours présentée. Le Mali, qui essaie de bousculer cette puissance et de montrer que, au lieu d'être le véritable garant de l'ordre, la France a toujours été le garant du désordre et surtout du terrorisme sur son territoire. L'appel du Japon vient aussi pour demander, mais cette fois-là, c'est un appel qui va à contresens parce que les Japonais sont dans le bloc états-unien et eux également ont besoin, certainement sous le Conseil des États-Unis. Vous savez que les États-Unis veulent davantage densifier la présence de ses alliés au niveau du Conseil, dont les enjeux sont différents. Vous avez un Japon qui veut aussi se retrouver dans la marche des nations à un niveau supérieur. On a donc deux types d'appels. On a un Mali qui veut bousculer un allié des États-Unis. On a un Japon qui veut davantage renforcer la présence états-unienne. Or, avec l'opération militaire spéciale de Russie en Ukraine, il y a quelque chose qui se passe. C'est que les nations du monde qui constituent, ou du moins les peuples du monde qui constituent plus de 60% de la population de la planète, sont en train de demander que le système des Nations Unies soit totalement réformé. C'est-à-dire, on quitte du système ONU vers un nouveau système où l'ensemble des peuples et des nations du monde seront représentés et où la souveraineté des nations sera respectée. Parce qu'avec le système de l'ONU actuel,
la souveraineté des nations n'est pas respectée. On sait, nous avons plusieurs fois ici essayé de prouver que l'ONU était une organisation aristocratique, où vous avez des États qui participent sans droit de veto, et vous aviez quelques États qui étaient privilégiés avec leur droit de veto, et ces nations avaient une capacité de nuisance importante et avaient le pouvoir de bloquer toute action qui était menée contre elle. C'est d'ailleurs ce que va faire la France dans le cas de la plainte du Mali. Donc, il va user de son droit aristocratique au niveau des Nations Unies. Une telle organisation ne répond donc plus aux attentes des peuples. Et puisque c'est la majorité des peuples et que le credo, le sacro-saint principe des nations aujourd'hui, c'est la démocratie, il faut que le système mondial reflète les aspirations de la majorité des populations de la Terre. C'est pourquoi il faudrait réformer totalement le système des Nations Unies. On ne peut plus avoir affaire simplement à un conseil de sécurité qui reste l'organisation oligarchique qui gère les problèmes des nations. Il faudrait qu'on aille vers un système beaucoup plus multilatéral où les puissances régionales, les organisations régionales pourraient collaborer ensemble à bâtir un système où on respecte le droit des peuples et la souveraineté des États. Merci pour cette intervention, Monsieur Jonathan Batengene.